Salut Nicolas, Bonjour Gaël. je suis ravi de t'accueillir sur Aventure Humaine aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on échange et que je me dis que tu as totalement ta place sur notre podcast. Ça fait quelques années qu'on se connaît et tu es revenu en force dans mes oreilles, revenu vraiment catapulter vraiment beaucoup de choses suite à un passage sur un autre podcast très connu de Mathieu Stéphanie sur Génération Do It Yourself où tu avais proposé d'intervenir en août dernier et depuis on échange plus régulièrement et c'est un vrai, un vrai bonheur, un vrai atout, je crois, pour nous au quotidien de t'avoir un peu plus présent autour de nous. Euh, Depuis, tu as beaucoup plus pris l'habitude de parler en podcast, beaucoup plus pris la possibilité d'intervenir. Et donc, on a échangé, on a trouvé un, un axe un petit peu un sujet sur lequel tu pouvais venir apporter beaucoup de valeur, je crois, aujourd'hui. Avant cela, je te propose de te présenter en quelques mots. Ça marche, merci, merci Gaël, je suis hyper content de partager ce moment-là avec toi. Alors me présenter en quelques mots, je pense que je peux, si je résume très fort, je peux dire que je suis juste quelqu'un qui... j'ai juste envie de vivre la vie qui m'appelle en fait, plutôt que la vie que les autres attendent de moi. Et ça m'a demandé pas mal de travail. J'ai 42 ans aujourd'hui et ça fait en particulier 20 ans, un peu plus de 20 ans que je m'attelle à cette tâche d'identifier ce que les autres attendent de moi et puis de mettre sur la sellette pour voir si effectivement c'est ça qui m'appelle ou pas du tout. Et du coup, ça m'a amené à démonter tout un tas de conditionnements dans mes différentes vies. Donc, je peux donner quelques exemples, hein. Dans ma vie professionnelle, par exemple. Je suis entrepreneur depuis 12 ans. Je me suis rendu compte que pendant les premières années de ma vie entrepreneuriale, la manière avec laquelle je vendais correspondait pas du tout à mon système de valeurs. Du coup, je me suis posé pour me demander, mais en fait, c'est quoi la manière de vendre qui m'appelle vraiment, quoi. Et puis j'ai remué ciel et terre, je suis allé me former un peu partout dans le monde, jusqu'à trouver une méthode qui respecte effectivement mon système de valeurs, c'est-à-dire du respect, de l'authenticité, de la transparence à outrance. Et puis, quand je l'ai trouvée, en fait, elle m'a tellement parlé que je suis devenu formateur sur ces sujets-là, et que c'est aujourd'hui mon cœur d'activité. Donc ça, c'est un exemple vie pro, exemple vie perso, de vie qui m'appelle. On a été confronté à des sujets autour de l'autisme pour un de nos enfants, et puis on avait déjà des petits signaux comme quoi l'école telle qu'elle telle qu'elle était pratiquée autour de nous ne parlait pas trop. Du coup, on a déscolarisé nos enfants depuis 5 ans, parce que c'est ça qui nous appelle. Avant, on avait accouché à la maison pour les 2 derniers, parce que c'est ça qui nous appelait. Ça donne aussi des terrains de jeu sur le développement personnel. Ça fait un petit moment que je disais que les peurs avaient sans doute un rôle à jouer dans mon parcours. Et donc petit à petit, ce qui m'appelle, c'est d'aller identifier et dézinguer toutes les peurs qui se mettent en travers du chemin, et puis de le transmettre, autour de moi. Est-ce que ça fait le boulot comme présentation, tu crois? Génial, c'est parfait. On a un bon scope et on va avoir un bon terrain de jeu aujourd'hui. Euh, le sujet qu'on va pouvoir aborder, et en fait, ça part vraiment du point de départ de ton apprentissage, de ton développement multifacette. En fait, on observe dans la vie, cette violence ordinaire qui est partout présente. Aussi bien dans le monde professionnel, aussi bien dans le monde personnel, en famille, à l'école. En fait, c'est partout. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de cette violence ordinaire telle que tu la caractérises? Oui, bien entendu. Ouais, déjà, c'est une expression qui n'est pas anodine, hein. Violence ordinaire, c'est une expression qui est pas très courante. La notion de communication non violente commence à être un peu plus répandue aujourd'hui. Mais finalement, moi, j'ai constaté dans mon chemin que dans pas mal de pans de notre vie, on est confronté à des situations de violence ordinaire, c'est-à-dire une violence qui passe sous les radars, une violence qui est très acceptée, qui est même tellement répandue que la plupart des gens s'en accommodent très bien, ne s'en rendent même pas compte. Donc ça peut être, je sais pas si je donne un exemple sur l'école. Peut-être avant de donner des exemples, j'ai peut-être besoin de prendre une petite précaution, qui est que Mhm.
enfin, dans la façon avec laquelle je vois les choses, on voit tous la réalité avec nos propres filtres, hein, j'appelle ça notre aquarium. C'est-à-dire qu'on a tous un ensemble de croyances, de peurs, d'habitudes, de modes de fonctionnement qui font un filtre entre la réalité et nous, voilà. Et ce filtre, il est très transparent, c'est-à-dire qu'on n'a pas conscience pour l'immense majorité d'entre nous. Et donc moi aussi j'ai mon aquarium, etc. Et du coup dans ce que je vais dire, il y a peut-être des choses qui vont bousculer l'aquarium des personnes qui nous écoutent. Et donc j'aimerais juste que vous l'accueilliez. Si j'ai un conseil à vous donner, enfin une invitation à vous faire, c'est d'accueillir quand ça va faire toc-toc, ou même quand ça va mettre un petit coup de batte de baseball sur votre aquarium, pas forcément juste un toc-toc. Plutôt, la réaction par défaut, en fait, c'est de dire, voilà, c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. Si c'était vrai, ça se saurait, ou de toute façon, mon cas est différent, du coup, ça vaut pas, en fait, ce qu'il est en train de raconter. Plutôt de partir dans une réaction comme ça, je vous invite juste à accueillir le fait que ça fasse toc-toc, ou que ça secoue un peu. Et puis apprendre pendant juste le temps de cet échange-là, à prendre la place que je vis moi dans mon aquarium, puis regarder un petit peu comment ce qu'on voit en fait depuis mon aquarium, quitte à retourner dans le vôtre après, plutôt que de tout rejeter en bloc. Si je dis ça, c'est parce que ces sujets de violence ordinaire sont assez vite confrontants en fait. Et parce que ça pousse à observer la réalité sous un angle un petit peu différent, puis à observer les choix qu'on fait sous un angle un petit peu différent, ça pousse à observer ce qu'on tolère dans notre vie sous un angle un peu différent. D'accord ? Et donc je voudrais éviter que vous vous refermiez comme une huître en disant « Ouh là là, putain, ça fait trop peur !» Voilà, petite remarque préalable. Restez branchés, restez ouverts. Ouais, restez branchés, restez ouverts. Et vous allez peut-être entendre ce que j'appelle votre petite voix, c'est-à-dire le programme qu'on a tous à l'intérieur de nous qui nous câble pour résister au changement. C'est un petit peu le détecteur de quand on s'approche trop de l'aquarium, il y a une petite voix qui dit « Oh là là, putain, mais c'est n'importe quoi, oh là là, mais faut faire gaffe !» et qui fait un petit refus d'obstacle. Alors, écoutons les petites voix joyeusement. Donc, exemple de violence ordinaire. Je peux prendre un exemple dans la naissance, par exemple. Il se trouve que, en tout cas, tout ce que je vais partager, c'est vu de mon aquarium. Il se trouve que c'est un aquarium issu de pas mal de recherches, mais ça reste vu de mon aquarium. La manière, la position dans laquelle l'immense majorité des femmes accouchent en maternité, c'est-à-dire sur le dos, n'a rien à voir avec une position physiologique et respectueuse, en fait, pour la sortie de l'enfant et pour le fait que ça se passe bien pour la mère, en fait. Et donc, il y a une tonne d'études qui montrent ça. Hein. Il se trouve que c'est une position qui est issue beaucoup plus du confort du personnel soignant, du médecin, du confort de la mère. Voilà. Et donc, ça commence à se savoir un tout petit peu, mais même si ça se sait, il se trouve que dans l'immense majorité des maternités, les femmes sont conditionnées, voilà, je ne vais pas dire contraintes, mais conditionnées à accoucher sur le dos, rien que parce qu'en fait, la table d'accouchement est faite comme ci, comme ça, et c'est vachement plus pratique, tel que c'est dans les maternités, pour que ça se passe sur le dos. Donc c'est un exemple en fait de violence quoi, qui est ultra accepté, qui est ultra répandu, comme en fait quasiment personne ne le sait, personne ne se rend compte qu'on pourrait faire autrement, et ça amène des complications, ça amène des gestes de chirurgie qui sont pas nécessaires, ça amène des complications fréquentes en fait, et parfois très graves. Mais ça passe comme lettre à la poste en fait, parce que dans l'aquarium de tout le monde, cette violence est considérée comme totalement normale. Donc ça, c'est un exemple dans l'accouchement, exemple dans l'école et dans la scolarité. Donc c'est évidemment, nous, des exemples qui nous ont fait réagir. On s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire autrement dans l'école? Est-ce que c'est respectueux ou pas de l'enfant, d'un enfant de 6 ans, 8 ans, 10 ans, qui soit assis 6 heures par jour, 7 heures par jour, souvent avec la nécessité de demander en fait s'il a juste besoin d'aller faire pipi et que ce soit pas mécaniquement autorisé d'ailleurs. Est-ce que c'est respectueux en fait de la physiologie d'un enfant de ces âges-là de fonctionner comme ça? Nous on considère que en fait il y a une certaine violence là-dedans. Quand on voit que par ailleurs nos enfants en fait ils ont un besoin de bouger, c'est-à-dire que spontanément, mécaniquement, ils restent pas plus de 20 minutes sans bouger en fait dans leur environnement naturel quoi. Donc quand ils chouent, et donc là aussi situation de finalement violence ou contrainte qui est totalement banalisée mais qui est réelle quand même. Quand on crie sur un enfant, quand on décharge son stress de parents, d'adultes, parce qu'on sort du boulot, etc., et que on lui tombe dessus, c'est un truc qui est pas fait comme prévu. Oui, c'est un exemple quoi, de violence aussi complètement banalisée, parce que tout le monde le fait.
même les fessées, les baffes, etc. C'est finalement très très courant, quoi. Alors on s'en veut toujours un peu quand on le fait, mais c'est finalement très très accepté et très banalisé. Est-ce que ça c'était des exemples de vie perso, est-ce que ça éclaire la lanterne à ton avis? Exactement, et je rebondis. Alors, je les partage totalement, et on a fait vraiment ce travail-là, en fait, avec Laura, de le plus possible, à chaque fois qu'il y a de nouvelles étapes, on est devenus parents il y a peu, mais on n'a pas été tout de suite dans ces aquariums, dans ces moules, dans ces directions, on va dire, standards. On essaye de les confronter. Et j'ai envie même de dire que pour le cas de notre fils, lui-même nous les confronte en fait naturellement. Je sais que de manière standard, on lui changeait la couche quand il était allongé. En fait, à partir du moment où lui il a été debout, il refusait d'être allongé pour notre confort, pour lui changer la couche. En fait, c'était à nous de nous adapter, et on lui a changé la couche depuis plus d'un an, debout. Lui, il est debout. Il s'occupe, et c'est beaucoup moins violent pour lui. Et c'est des petits messages, des petites indications, des petites observations en fait qui peuvent nous amener à mieux réfléchir, à mieux percevoir des choses qui sont au final pas si banales que ça. Au niveau pro, est-ce que tu... Ouais, niveau professionnel, on peut aller chercher des exemples aussi, pas besoin de creuser très très loin, hein, dans le management. La manière avec laquelle les objectifs sont fixés dans la plupart des grandes boîtes en particulier, mais même des petites, hein, la manière avec laquelle les gens sont censés tenir des objectifs qui sont parfois en fait complètement en dehors de leur zone d'influence. Je sais pas, je prends un exemple, j'ai beaucoup travaillé sur le management en général et sur la vente en particulier. Si je combine les deux, quand un commercial a des objectifs de vente, alors que c'est pas lui qui génère les prospects, c'est-à-dire qui génère les nouveaux clients potentiels, en fait, est-ce que l'objectif de vente, il est réellement dans sa sphère d'influence? Oui ou non? C'est tout à fait discutable, quoi. Quand cet objectif de vente passe par-dessus des contraintes ou des événements comme le Covid ou comme des choses comme ça, en fait, c'est pas du tout dans sa sphère d'influence au commercial en question. Et du coup, ça crée des clés de bras, en fait, qu'on le veuille ou non, quoi. Où la personne va être contrainte sur des sujets qui dépendent pas du tout d'elle. Et donc, ça génère des stress qui sont assez colossaux la plupart du temps, ça génère des burn-out, etc. Ça génère de l'injustice, hein, même sans aller jusqu'au burn-out. Et ça génère de la démotivation. Donc ça, c'est un exemple de management. Sur la vente à proprement parler, il y a quand même beaucoup de ventes dans le B2B, donc vente d'entreprise à entreprise, qui se font en mode un peu vendeur de tapis, c'est-à-dire aller pousser nos démos et aller prouver qu'on est le plus beau possible. Est-ce que c'est vraiment respectueux, ça? Alors, je ne sais pas si c'est violent, en tout cas, mais je me pose plus la question est-ce que c'est respectueux, en fait? Est-ce que c'est vraiment une conversation de pair à pair, comme celle qu'on a envie d'avoir, qui respecte nos valeurs? Ou est-ce que c'est une conversation dans laquelle on se force à porter un masque qui n'est pas le nôtre, un masque de prise de pouvoir, un masque de compétition, un masque de vouloir gagner à tout prix, alors qu'en fait, l'immense majorité des gens, c'est pas leur masque par nature, ce truc-là, quoi. Et du coup, si on se force à porter ce costume-là, c'est sans doute que quelque part, il y a une notion de violence, quoi, puisque c'est pas notre costume naturel. Donc c'est quelques exemples. Donc il y a évidemment des secteurs où c'est ultra criant, et puis des secteurs où c'est beaucoup plus discret, mais c'est quand même aussi très très présent. Donc évidemment, tout ça m'a amené à creuser les notions de management non hiérarchique, d'entreprise libérée avec toutes les limites que ça peut avoir, de vente élégante, de vente respectueuse, etc. Avant d'aller justement, maintenant qu'on a fait un petit topo, trouver les solutions et trouver les approches qui peuvent nous en sortir, est-ce que tu considères que la première des violences ordinaires auxquelles on est au quotidien confronté, c'est celle envers nous-mêmes? Est-ce que cette petite voix, quand on rate quelque chose et qu'on se traite de tous les noms, est-ce que toutes ces croyances limitantes que l'on se met dans la tête à longueur de journée, si on n'est pas un minimum habitué à remettre en perspective tout ce qu'on se dit avec cette petite voix, est-ce que c'est pas la première et la principale au final qu'on a au quotidien?
Ah bah, ça me paraît assez clair. Nous sommes nos propres bourreaux et propres persécuteurs. Alors, nous ne sommes pas nos uniques bourreaux, uniques persécuteurs, hein, mais nous sommes en bonne partie nos propres bourreaux. C'est un triangle qui revient souvent en psychologie, hein, qui s'appelle le triangle de Karpman ou le triangle infernal. La plupart d'entre nous, hein, endossent successivement soit des costumes de victimes, soit des costumes de bourreaux, soit des costumes de sauveurs, voilà, vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc, là, pour l'immense majorité d'entre nous, en fait, on passe notre vie à tourner entre ces trois pôles-là comme un hamster dans sa roue. Un des grâles, si on veut, est d'arriver à sortir de ce triangle-là et donc d'arriver à avoir une position qui est totalement neutre, ni l'un, ni l'autre, quoi. Ni victime, ni bourreau, ni sauveur. Mais ce qui est très clair, c'est que du coup, dans les costumes qu'on porte, on porte un costume de bourreau de nous-mêmes. Et donc, à chaque fois qu'on est en train évidemment de se faire violence, du coup, pour moi l'expression sort tout seul, quoi, mais d'aller prendre une décision ou faire une action qui ne nous respecte pas pleinement et entièrement, en fait, on prend une petite casquette de bourreau. Donc, il ne faut pas non plus pousser le truc à l'extrême. La solution, on va y revenir tout à l'heure, hein, c'est pas de refuser catégoriquement de faire tout ce qui pourrait ne pas me respecter, et parce que du coup, en fait, ça amène à des positions de victime, ça. Un peu peut-être paradoxalement, je sais pas. Mais ça me paraît assez évident qu'effectivement, on se crée pendant toute notre vie, on en hérite quand même pas mal dans la petite enfance, mais on se crée des schémas de fonctionnement qui nous conditionnent à être nos propres bourreaux pendant une grande partie de notre vie. Et moi, ce que j'appelle le développement personnel, donc je sais qu'il y a pas mal de bullshit autour du développement personnel, mais en tout cas, ma conception du développement personnel, c'est d'aller identifier et démonter les uns après les autres tous ces schémas. Voilà. Et c'est le travail d'une vie, grosso modo. Et dans une vie, on fait quelques kilomètres, enfin quelques mètres, quelques centaines de mètres, quelques kilomètres, quelques centaines de kilomètres. Mais c'est jamais terminé. Voilà. Ça te parle ? C'est jamais terminé et cadeau à la prochaine génération pour le poursuivre et pour aller dézinguer les nouveaux aquariums de la nouvelle génération. Et c'est un cercle vertueux. Ouais. Alors je rebondis direct là-dessus parce que il y a un côté magique dedans. Et donc c'est là aussi peut-être que ça bousculera certains aquariums, mais il se trouve que moi, ça me paraît une évidence, vu de mon aquarium en tout cas, qu'on hérite de la plupart des schémas de nos parents et de notre environnement. Et du coup, par exemple, si nos parents ont tel genre de peur, la peur de manquer, par exemple, mes parents, ils trimballent, entre guillemets, une peur de manquer, ça me paraît évident que j'ai hérité de cette peur de manquer. Et donc, j'ai travaillé dessus. J'ai dissous la peur de manquer, et je l'ai dissous assez récemment, ça fait moins d'1 an. Dissous, on pourra revenir sur ce que ça signifie, dissous la peur de manquer, et comment j'ai fait ça, et ce qui me paraît évident, en fait, c'est que du coup, j'ai cassé la lignée, quoi. J'ai dissous cette peur pour mes enfants. Le boulot que je fais, moi, c'est comme si je coupais la corde, quoi. Je coupais la chaîne sur ce sujet-là. Et donc, c'est vrai, on l'a observé aussi sur des traumas un peu plus trash, quoi, des abus, etc. Quand une personne qui fait le travail, au moins pour la lignée descendante, et même en partie, en fait, pour la lignée ascendante, ce qui paraît complètement surréaliste. Et du coup, oui, quand tu fais le boulot, tu le fais un peu tous azimuts. Et ça, c'est extrêmement beau. C'est un bénéfice collatéral que je trouve assez sympathique. Libérer, c'est le premier terme de ton entreprise, libérer la bête. On comprend bien déjà tout le vocabulaire et toute la promesse derrière. Côté pro, du coup, qu'est-ce que tu peux nous partager comme approche dont tu as déjà un petit peu commencé à partager, l'entreprise libérée, sur la gouvernance, sur les manières de vendre, de faire du marketing, de communiquer peut-être, pour diminuer cette violence et ces schémas. Est-ce que tu peux nous partager une ou deux approches déjà ? Ah, bien sûr. Alors, juste un mot, sur ces entreprises libérées. Pour moi, c'est un moyen plus qu'une fin. Donc je vois qu'il y a des boîtes qui sont hyper à fond là-dedans, donc pour elles c'est clairement leur objectif, quoi. Moi je me reconnais pas trop là-dedans depuis mon aquarium. En tout cas c'est un très bon moyen, et c'est un très bon moyen pour injecter un gros niveau de ce que j'appelle la responsabilité. Donc dans mon monde j'appelle ça le mode 100% responsable, c'est-à-dire assumer délibérément dans une entreprise donnée que le déni, les justifications et les accusations, on va les laisser de côté. Donc assumer en fait que
on résiste mécaniquement au changement, n'importe quel être humain résiste mécaniquement au changement, et n'importe quel être humain, face à un changement, va avoir sa petite voix qui va s'activer. Ok, ça on l'assume. En revanche, le fait de laisser faire la petite voix, ça on va pas l'assumer. On va dire non, mais là, en fait, dans notre entreprise, donc chez Libérer la Bête en particulier, et puis chez beaucoup de nos clients, en fait, il y a comme une sorte de code d'honneur, c'est-à-dire de comportement auquel chacun dans l'équipe a accepté de se soumettre, qui est que je prends l'engagement d'observer ma petite voix en continu et de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour la désamorcer. Et les principales réactions de la petite voix, c'est les dénis, les justifications, c'est-à-dire le fait de se trouver des excuses, j'ai pas eu le temps, ou, etc., ou mon cas est différent, etc., ou des accusations. Oui, mais à cause de mes prospects, à cause de mes clients, à cause de mon chef, à cause de mes collaborateurs, j'ai pas pu faire tel truc. Et donc il y a une espèce d'engagement mutuel, de vigilance permanente sur ces sujets-là, et qui crée un cercle vertueux extrêmement fort. Donc on n'est plus du tout dans la recherche de culpabilité, de comment est-ce que ça se fait qu'on ait pu arriver à tel ratage. Juste, c'est quoi? Okay, c'est quoi l'enseignement qu'on peut en tirer? Bon, c'est ça, on enchaîne. Est-ce que ça paraît clair, ce premier sujet, ou est-ce que ça paraît théorique? Ouais, déjà, on reste un peu plus factuel, objectif sur les faits, et par contre, on l'observe, quoi. C'est à chaque fois un fil rouge d'alerte, un fil rouge à essayer de tenir pour voir si on s'écarte du cap ou si on s'en rapproche, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça permet en fait de détecter... Cette petite voix. C'est ça, ça permet de détecter les situations dans lesquelles on se pipote. Enfin, vraiment, cette petite voix, elle nous fait partir dans un mode que j'appelle le mode marionnette. C'est-à-dire, en fait, c'est plus vraiment nous qui avons les commandes. On a l'impression, notre cerveau rationnel, il a l'impression que c'est encore lui qui décide. En fait, non, c'est notre petite voix qui décide à l'intérieur. Et le cerveau rationnel, il n'a pas la main sur la petite voix. Et donc, cette petite voix, elle est très, très bien foutue, très, très affûtée pour se déguiser et arriver à faire passer ses intérêts, entre guillemets, c'est-à-dire la résistance au changement, hein, si je résume, devant tout le reste. Et le fait de poser au milieu de la table, le fait que cette petite voix, on est tout à fait prêt à l'entendre, mais pas à la suivre, ça crée un contexte dans lequel il y a une quantité de peur phénoménale qui diminue. La peur de ne pas être à la hauteur, du coup, diminue drastiquement parce que c'est assumé que cette petite voix peut arriver, et c'est tout à fait assumé que du coup, on peut la partager avec les autres. Là, je suis un peu emmerdé parce que j'ai ma petite voix qui me dit ça, et je sais qu'elle me pipote, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous pouvez m'aider, quoi? Et du coup, ça permet de capter des situations qui vont s'envenimer bien plus tôt que si on les laissait faire. J'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de C'était. Vas-y. C'était bien. C'était très bien. J'allais rebondir moi sur. J'ai eu le. C'est bon, j'ai l'info et t'as rebondi. Dans une situation professionnelle de hiérarchie. Comment on peut mettre en place diminuer cette violence et qui est induite par potentiellement ce rapport de commandement, de force. Très gros sujet. Alors, la manière avec laquelle je le vois, c'est que une entreprise, je vois l'entreprise comme n'importe quelle entreprise, hein, comme un organisme vivant. Voilà, avec des besoins propres, avec des organes vitaux propres, vraiment comme un organisme vivant qui a sa vie propre, hein. Même mon entreprise, même si c'est une petite entreprise, il y en a quelques-uns, hein, c'est pas moi. C'est un truc qui existe indépendamment de moi. Et donc ce truc, cet être vivant, a des besoins, des organes vitaux, et qu'on le veuille ou non, qu'on l'assume ou non. D'accord ? Et ces organes vitaux, moi je les représente sous la forme de cercles. Donc il y a un cercle de génération de nouveaux prospects, donc nouvelles opportunités, il y a un cercle de transformation de ces opportunités en clients, il y a un cercle de livraison, il y a un cercle pour entretenir l'état d'esprit, le mindset de tout le monde, etc. Donc il y a différents cercles comme ça, un cercle administratif, etc. Un cercle de stratégie, bref. Et dans l'immense majorité des cas, en fait, si on voit une entreprise un peu hiérarchique, on va attribuer des étiquettes aux gens de manière un tout petit peu trop figée. Moi, ce que je vois, c'est qu'une personne, en fait, dans une entreprise, se met au service de cet être vivant et de ces différents cercles. En fait, une personne ne va pas avoir une étiquette, elle va sans doute en avoir 5 ou 6, qui correspondent à des rôles qui chacun contribue à différents cercles. D'accord ?
Et du coup, Oui. pour diminuer la violence, comment est-ce qu'on fait? La violence dans le management, comment est-ce qu'on fait? Ça paraît peut-être évident une fois que c'est dit comme ça, mais on va déjà assumer les différentes casquettes qui sont portées plutôt que d'essayer de les faire rentrer à force dans une seule et même casquette qui est du coup assez artificielle. Souvent, une casquette de manager est très artificielle parce qu'elle combine des casquettes très opérationnelles, des casquettes d'animation, des casquettes de facilitation, et qui sont très différentes en fait. D'accord. La casquette opérationnelle, de contribuer à livrer tel genre de mission ou tel genre de produit, tel genre de logiciel, j'en sais rien, ça n'a rien à voir en fait avec la casquette de facilitateur. Il se trouve qu'à l'instant T, la même personne, pour des raisons bonnes ou mauvaises, est en train de porter ces casquettes en même temps, mais c'est des rôles qui sont très distincts. Je constate que quand on descend du coup d'un cran, quand on descend à ce niveau de détail des différentes casquettes, on se rend compte de plusieurs choses, que déjà les casquettes de pur management, elles sont beaucoup plus réduites que ce qu'on penserait. Et puis on se rend compte aussi qu'il y a des personnes qui se retrouvent à porter des casquettes de management alors que c'est pas du tout ce que j'appelle leur zone de génie. Ils portent des casquettes de management parce que la casquette, elle était embarquée avec des casquettes opérationnelles ou avec des casquettes d'expertise et des choses comme ça. Et du coup, ils se retrouvent avec ces casquettes de management un peu contraints et forcés. Une fois qu'on sépare les casquettes, c'est beaucoup plus facile en fait de déléguer telle ou telle casquette à quelqu'un d'autre, dont c'est la zone de génie, donc c'est vraiment la zone de kiff, quoi. Et alors c'est déjà ce genre de changement un peu structurel, c'est pas grand chose à faire, mais il se trouve que ça permet de trier un peu plus les patates entre les casquettes qu'on a vraiment très envie de porter et les casquettes qu'on n'a pas envie de porter. Une fois qu'on a du coup plus que des gens qui portent des casquettes de management qui sont appelés à ça, donc vraiment c'est la zone d'excellence ou de génie, on va mettre en place des rituels qui permettent de faire ce boulot de management vraiment à moindre effort. Si je résume, l'immense majorité des problématiques de management, c'est des problématiques de synchronisation, c'est des problématiques de drainage des tensions. Synchronisation, ça veut dire qu'en fait, il y a une personne qui ne sait pas un truc qu'il faut savoir, et drainage de tension, il y a une personne qui est empêchée de tenir ses casquettes au niveau auquel elle voudrait la tenir, et pour une raison ou pour une autre, cet empêchement demeure. Ça reste tel quel, et c'est pas résolu. Quand on résume tout ça à ces problématiques-là, synchronisation et drainage des tensions, il est tout à fait possible de convenir de rituels collectifs qui prennent pas beaucoup de temps, mais qui sont explicitement conçus pour se synchroniser, d'une part, et drainer les tensions, d'autre part. Et finalement, le rôle du manager ne devient plus qu'un rôle d'animateur de ces rituels-là, et basta, quasiment. Si je schématise un petit peu. Est-ce que ça te paraît clair comme façon de voir? Oui, du coup, dans une équipe de, 5 à 10 personnes, si je suis le manager, donc l'animateur de cette équipe, tu préconises un petit point quotidien ou un point hebdomadaire pour traiter tout ça? Vaut mieux le faire régulièrement, de manière assez rapide, et avec un moment un peu plus important, de manière un peu plus espacée. On va faire les deux en fait. On va faire les deux pour la simple et bonne raison que on va s'adapter au rythme dont les tensions ont besoin. Donc c'est-à-dire que si on bosse, je sais pas, je prends un exemple un peu caricatural, désolé pour la caricature, mais si on bosse dans une administration hyper plan-plan, les tensions elles viennent peut-être au rythme d'une tension par semaine ou une tension par mois, et du coup on va s'adapter à ce genre de rythme-là. Quand on bosse dans une boîte qui est nettement moins plan-plan ou qui vit à un rythme qui est plutôt le rythme de l'heure, de la demi-journée ou de la journée, on va s'adapter à ce rythme-là. Et du coup, ça donne. Moi, je suis pétri de méthode agile. J'ai eu le plaisir de faire partie des évangélisateurs, si on veut, des premiers diffuseurs il y a 10 ans de ces méthodes. C'est des méthodes qui existent depuis 40 ans, sauf que personne ne les connaissait. Et il y a eu un petit boom il y a 10-15 ans. J'ai fait partie des premiers à évangéliser un peu plus massivement sur ces sujets-là en France. Et donc, les méthodes agiles ont bien compris ces problématiques-là. Les méthodes agiles, d'ailleurs, si elles sont appliquées à la lettre, donc c'est les méthodes de développement itératif dans le milieu informatique, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça. Et il n'y a pas besoin d'un manager en fait dans une équipe agile qui utilise réellement les outils, parce que tous les outils remplacent le rôle du manager. Et du coup, les gens peuvent être sur leurs autres zones de génie. On n'a plus vraiment besoin de ce rôle de manager. Et donc dans une équipe agile, que ce soit en milieu informatique ou si on le décline ailleurs, ça passe par un petit point de synchro quotidien la plupart du temps, de quelques minutes. C'est quoi les trucs qu'il y a, qu'est-ce qui va générer des interruptions aujourd'hui, qu'est-ce qui va empêcher les uns et les autres d'être ce que j'appelle en état de flow, c'est-à-dire en état d'hyper-concentration, hyper-performance à moindre effort. Et puis, dans l'immense majorité des cas, ça demande un point un peu plus costaud une fois par semaine, dans lequel on va traiter les sujets
qui n'était pas traitable dans les quelques minutes du point quotidien. Et ça, si on articule entre ces deux points-là, ça demande un peu de se rééduquer en se disant, ok, tel sujet là qui m'empêche d'être en état de flow, est-ce que ça peut attendre le lundi prochain la charnière hebdomadaire? Oui ou non? Si ça peut pas attendre, est-ce que ça peut attendre demain matin la petite synchronisation qui est prévue tous les jours? Oui ou non? Si ça peut pas attendre, là effectivement, je vais aller interrompre les gens de mon équipe. Et on constate qu'en fonctionnant comme ça réduit les interruptions de 95%. Enfin, c'est juste, on a des gisements de temps de 20%, 30% de temps qui apparaissent. Enfin, c'est des heures par jour qui sont récupérées. C'est juste dingue le potentiel. Ça marche très bien. Hein. Et ça permet du coup, c'est très respectueux, ça pousse des fonctionnements beaucoup plus entre pairs que manager-manager. Il faut vraiment comprendre que les relations manager-manager, ça induit des comportements parents-enfants. Si on bosse, si on regarde ça du côté analyse transactionnelle, c'est du coup infantilisant mécaniquement, ça retire de l'énergie. Enfin bref, c'est les cercles vicieux, c'est les cercles de management. Je suis allé trop loin ou ça va? C'est bon? Non, j'allais faire la transition parfaite. Tu as devancé de quelques secondes. Toi qui es co-animateur d'une famille, est-ce que y a cette organisation, on va dire, et ces deux temps déjà implémentés, on va dire, structurants dans la semaine? Comment ça se passe, cette approche de cette violence ordinaire amoindrie au maximum au sein de la famille? Oui, on a expérimenté plein de trucs, évidemment. Ça vaut le coup de préciser, parce que du coup, là, si on fait une passerelle entreprise-famille, faut pas aller trop vite non plus. Une famille n'est pas une entreprise. D'accord? Donc, je ne considère pas du tout comme le manager des enfants. Et je considère que si on a une égalité de valeur dans la famille entre les enfants et moi, c'est-à-dire que les besoins de chacun sont tout aussi audibles, il y a quand même un décideur en dernier ressort, et c'est pas mes enfants. D'accord, voilà, c'est ma femme et moi qui sommes décideurs en dernier ressort, parce que en fait, nous n'avons pas du tout d'égalité de niveau de conscience. Et ça, c'est très assumé. Et c'est pas pour ça qu'on n'écoute pas de manière approfondie leurs émotions, leurs besoins. Mais en revanche, il n'y a pas du tout d'égalité de niveau de conscience. Et du coup, il y a des décideurs en dernier ressort, et c'est ok comme ça. Donc, on a mis en place pas mal de choses. Hein. C'est quand même assez semblable à une entreprise, en fait, quand même. Le niveau de conscience des... niveau de conscience, oui, mais alors, dans l'aquarium de l'immense majorité des gens, c'est peut-être un niveau de subtilité qui a du mal à passer. C'est-à-dire que, dans notre famille, on n'est pas, entre guillemets, en gouvernance partagée, comme on pourrait le voir dans des entreprises qui fonctionnent entre adultes consentants, quoi. Non, on n'est pas dans une gouvernance que j'appelle partagée, où chacun a vraiment égalité de voix, etc. Non, c'est pas vrai. Quoi. C'est pas la réalité de ce que je vis. En revanche, on est très, très, très attentif aux tensions. On est très attentif aux besoins de chacun. Et je pourrais te donner des exemples, ce que ça veut dire être attentif. Hein, et donc, dans les rituels qu'on a mis en place, on a mis en place un rituel de drainage de tension qu'on appelle un cercle de parole entre nous, parce que je trouve ça plus sympathique comme appellation que rituel de drainage de tension. Mais en vrai, c'est vraiment un rituel de drainage de tension. Ça prend une forme à la fois assez simple et extrêmement percutante. Il y a un cahier disponible pour tous nos enfants. Nos enfants là, ont de 7 à 11 ans. Néanmoins, ça existe depuis que le dernier a 5 ans, ça fait 2 ans qu'on l'entretient, ce cahier-là, et dans lequel n'importe qui dans la famille peut écrire une tension. Une tension, c'est quoi? C'est un décalage entre une situation qu'on vit et un truc qu'on voudrait vivre. Quoi. C'est assez neutre, une tension, c'est juste un décalage. Et donc les enfants écrivent dedans, moi j'écris dedans, notre plus jeune là, qui est pas complètement autonome en écriture, il nous demande, ou il demande à ses frères de l'aide pour écrire. Et régulièrement, c'est-à-dire une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines, on essaie d'avoir une cadence qui est à peu près respectée. Il y a des hauts et des bas, mais en tout cas on essaie de respecter ça. On liste tous ces sujets-là, les uns après les autres. Voilà, un tel, voilà. Donc Florence, ma femme, t'avais écrit telle tension, puis on lit la tension. Qu'est-ce qu'on en fait? Et puis là, on discute tous les 5. Je pense qu'on peut faire ça, je pense qu'on peut faire ça. Et puis on s'arrête jusqu'à... une fois qu'on a accouché d'une décision ou d'un nouveau comportement qui semble résoudre la tension, vis-à-vis de la personne qui a émis la tension, on dit OK.
Est-ce qu'il y a un engagement vis-à-vis de ça? Donc on fait le tour des 5. Est-ce que les personnes concernées par ce nouveau comportement, est-ce que tu t'engages? La plupart du temps, c'est les nouveaux comportements sur lesquels on s'engage pendant quelques jours ou une semaine. C'est pas des engagements ad vitam aeternam parce qu'on sait que la probabilité que ça tienne est assez faible si c'est ad vitam aeternam, alors que pendant une semaine, la probabilité que ça tienne est très forte. On l'écrit, on explicite l'engagement, et puis on passe au suivant. Et donc ça permet en une heure et demie de traiter quelques dizaines de tensions, et c'est redoutable. Enfin, on a juste été complètement scotché de voir à quel point... on a traité, quand on a commencé à faire ça, on a traité en quelques heures des sujets qui traînaient depuis des années. Et traiter, c'est-à-dire que le truc, pendant les 2 ans qui suivaient, il n'y a pas eu besoin d'y revenir, quoi. C'était juste dingue. Et on voit que oui, des enfants de 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans sont tout à fait capables de prendre un engagement en conscience, de le tenir, c'est-à-dire que si on leur rappelle pendant la semaine, souviens-toi, tu t'es engagé, schlac, ça revient direct. Hein. Et c'est pas, tu fais chier, tu tiens pas ton engagement, c'est, excuse-moi, je crois que tu as pris un engagement, non? Ah oui, c'est vrai. Bim. À 6 ans, moi ça m'a scotché. Donc ça, c'est un exemple de rituel que nous avons mis en place, qui est directement issu de ce que j'ai creusé dans le milieu de l'entreprise. On utilise beaucoup de management visuel, donc ça c'est un terme très très entreprise, ça, management visuel, c'est-à-dire qu'on fait des tableaux avec des cases et des croix, quoi. Donc là, sur les rituels, en ce moment, là, on a des rituels du matin qui tombaient un peu. On fait l'école à la maison, du coup il y a des moments d'apprentissage, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Nos enfants, ils apprennent la musique, et puis ils ont une contribution aux tâches de la maison, de vider le lave-vaisselle, etc. Donc on a fait un petit tableau, on s'est marqué toutes ces tâches-là, maintenant ils savent tous lire, du coup ils peuvent tous le lire, avant on avait fait des petits pictos, et puis tous les matins ils vont cocher les trucs qu'ils ont fait. Voilà, ça remet les rituels en route. Je sais que dans un mois, ils n'utiliseront plus le tableau, mais les rituels seront là. Dans quelques mois, il faudra peut-être remettre un tableau et puis faire évoluer un peu les différentes tâches. Et ça marche, c'est juste dingue. Ils vont cocher, mais de toute façon, même un adulte, il adore cocher une checklist. Hein, donc, ah oui. Pour là, à cocher, même s'ils connaissent le tableau par cœur, on avait fait ça sur les rituels du soir aussi. Ils allaient alors brosser les dents, ils allaient cocher, ça y est, c'est fait, faire pipi, raconter l'histoire, faire le câlin, cocher le truc. Et même s'ils connaissaient le tableau par cœur, ils relisaient, ils recochaient, et puis ils allaient bien vérifier, se mettre en pyjama, quelle était l'étape d'après. C'est tellement drôle. Voilà, ça marche pour des adultes, ça marche pour des enfants. Et ça diminue drastiquement la tension que nous, on a en tant que parents. Alors, ça fait pas tout, hein, c'est pas miraculeux, mais en tout cas, c'est une diminution, on fait un saut quantique, quoi. Est-ce que tu as un exemple où, au cours de ce cercle de parole, c'est un de tes enfants qui t'a amené une certaine prise de recul et une prise un changement d'habitude, un changement de quelque chose de ton côté pour diminuer certaines tensions? Oui, mais sur le... qu'est-ce qu'on a eu moi sûr, mais il y a des moments où, clairement, hein, il y a des situations de stress que je peux avoir dans le boulot, enfin une tension que je peux avoir dans le boulot, que j'arrive pas à évacuer par mes systèmes de drainage de tension du boulot. Il se trouve que je travaille à la maison, je travaille en temps assez fractionné, je travaille 4 jours sur 5, en temps assez fractionné parce que je m'occupe de l'instruction des enfants aussi. Donc j'ai pas je travaille dans un bureau qui est à 2 mètres quoi, de la salle dans laquelle on fait l'école et tout ça. Et donc il y a des moments où c'est pas complètement cloisonné, quoi. Et donc clairement il y a des moments où je débarque en fait dans la vie de famille avec mes tensions du boulot. Et ça génère des situations pas cool, quoi, où je vais être irritable, etc. Mais donc ça c'est des trucs qui ont été marqués, hein, par eux dans le cahier. En substance, hein, tu fais chier de venir avec tes tensions du boulot dans la famille, quoi. Donc c'est pas ces mots-là, ça va être papa s'énerve, un truc comme ça, et il écrit noir sur blanc, et puis du coup, en réunion de nage de tension, bon, ok, on en fait quoi de ça? Et du coup, d'ailleurs, donc de façon, donc là j'utilise mes outils de reprogrammation, c'est-à-dire que je m'engage déjà à l'observer beaucoup plus, ça, je m'excuse, ce qui est pas du tout un détail en fait, hein, je m'excuse platement, quoi, je me cherche pas des excuses, des justifications, là, comme on évoquait tout à l'heure, mais je dis, je suis désolé, en fait. Enfin, je suis platement désolé. Un gros câlin. Et puis, il me dit, je m'engage pendant une semaine à cloisonner, en fait. Et je m'engage à pas trop amener mes tensions du boulot dans la famille. Ça, c'est un exemple. J'ai un autre exemple. Ma femme, c'était assez récent, ça. Ma femme, elle a été conditionnée dans son enfance à utiliser des mots qui sont un peu forts parce que ses parents les utilisaient. Entre autres, le mot de catastrophe, quoi. Ouais. C'est une catastrophe.
Et donc, ça Ah en oui, particulier, j'utilise un peu à tout bout de champ, quoi. Et même pour des trucs qui sont pas du tout une catastrophe, en fait. Et du coup, ça induit une charge émotionnelle sur des sujets qui n'en sont pas, qui est par exemple pas nécessaire. Et du coup, donc moi, je l'ai marqué en tension, puis on l'a travaillé, et puis ça a pas été résolu du premier coup, je crois. Enfin, en tout cas, un de mes enfants, il y a un moment où il a réentendu ça, où il a remis dans le truc, il a dit, maman, je crois que tu réutilises ce mot catastrophe pour des sujets qui sont pas vraiment des catastrophes. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, quoi. Et ça, c'est complètement reprogrammé maintenant. Voilà, donc quelques semaines plus tard, ça a disparu. Et c'est plié, à mon génial, avis, pour toujours. Ça illustre. génial. Ouais. Ouais, ouais, ça illustre énormément de choses et effectivement, voilà, un cahier et un stylo, ça responsabilise tout le monde sur le fait d'être attentif, sur ce qui se passe aussi en signal et est-ce que c'est une petite voix, est-ce que c'est justifié, ouais, c'est vraiment très, on comprend que ça puisse avoir beaucoup, beaucoup d'impact. J'en ai un Euh, autre là. J'en ai juste un autre qui me vient, qui est ultra, enfin, qui est même tellement précieux et énorme que j'y pense même pas quand je donne des exemples. On a mis en place un mot, on a mis en place 2 codes avec les enfants. Il y a un mot en particulier, il y a un mot qui est sacré et il y a un rituel non verbal, quoi. Pour faire arrêter les situations dans lesquelles ça nous respecte plus du tout. Donc quand nos besoins ne sont pas respectés, il y a un mot qui est utilisable par n'importe qui dans la famille et qui est officiellement sacré, c'est le mot stop. Et la phrase c'est stop, c'est sacré, hein. Et du coup c'est utilisable par n'importe qui, par les enfants entre eux, par nous vis-à-vis des enfants, etc. Je trouve que je l'utilise pas vis-à-vis de ma femme, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais je pense que je pourrais en fait, mais je trouve qu'on a d'autres modes de drainage de tension. Et stop, donc un enfant qui part en cacahuète, qui se met à crier, qui respecte pas, entre autres le silence, là j'ai besoin d'un certain niveau de silence dans la maison pour enregistrer cet épisode. Et je sais que si jamais donc j'ai fait passer mon besoin, j'ai expliqué, j'enregistre un épisode, du coup j'ai besoin vraiment de beaucoup de calme pendant 1 heure et demie pour qu'on n'entende pas des cris, des machins, des éclats de voix pendant que j'enregistrerai. Et je sais que si jamais c'est pas respecté, je vais avoir besoin d'une seconde pour sortir et dire stop. Et sans forcément hausser la voix, et que ça va être perçu comme ah mais vraiment, il n'est pas en train de rigoler, il y a urgence absolue, quoi, c'est stop. Extrêmement puissant. Extrêmement puissant, donc ça n'empêche pas d'élever la voix parfois, hein, mais en tout cas, ça prend une tonne de situations dans lesquelles, sinon, je pense que je crierais. Et, ou genre, je mettrais des baffes, enfin, je sais pas, je pense que je pèterais un câble, quoi. Enfin, une fois de plus, on est 5 à vivre 24 heures sur 24 ensemble, quoi. Dans une maison qui est un peu spacieuse, mais je pense que sinon, on pèterait un câble. On bosse tous les deux, etc. Et un autre rituel, alors ça se verra pas, mais je peux le décrire, c'est mon bras est une échelle de tension. Voilà, et donc quand je commence à saturer assez fort, c'est que j'en suis au niveau de l'épaule, et donc si je montre l'épaule avec mon doigt, c'est que je suis en train de saturer grave. Et euh, extrêmement efficace. Pour faire comprendre aux enfants, en fait, que mon vase est bien plein, là. Et donc ça explicite pas, par contre, le sujet sur lequel, mais souvent, quand j'utilise ce code-là, ils savent extrêmement bien, tu vois, mon vase est plein, il n'y a pas besoin de leur faire un dessin. Et c'est très précieux, quoi. Là aussi, c'est ce code, c'est ce rituel qui prend la décharge émotionnelle plutôt que de partir dans des jugements, dans des cris, dans des machins, etc. Qui sont une partie de moi que j'aime pas trop, quoi. Enfin, ça me grandit pas quand je suis comme ça. Voilà, et donc ça évite de se transformer en violence ordinaire. Ça prend la situation Génial. qu'elle est pour la désamorcer avant qu'elle dérape. Très précieux. Génial, génial. On comprend vraiment, encore une fois, hein, il y a des petits gestes, des petits mécanismes à mettre en place. Est-ce que tu peux nous partager ce que toi, tu as mis en place pour toi au niveau de ces croyances limitantes, au niveau de ta petite voix, au niveau de ces peurs pour les dissoudre? Comment tu travailles là-dessus vraiment de manière individuelle et personnelle? Alors j'ai beaucoup de matériel là-dessus, hein, et ça fait 10 bonnes années que je suis en travail assez intensif sur ce sujet-là. Du coup, je peux partager des approches qui sont très accessibles, et puis je peux partager aussi des approches qui sont beaucoup plus avancées, même si elles sont beaucoup moins accessibles, mais parce que je sais que moi, ça m'aurait aidé de savoir que ces approches-là existaient quand j'étais à des stades moins avancés. Donc sur les approches très très accessibles, je me suis entraîné, ça paraît peut-être débile, hein, mais je me suis entraîné à observer mes émotions. Donc j'ai accepté en fait que, comme l'immense majorité des gens, j'ai été éduqué en étant
coupé et handicapé d'une bonne partie de mes émotions. Donc j'ai été conditionné au fait que un garçon ça pleure pas, même si mes parents ont fait un très bon boulot, hein, ils sont très bien. Hein. En tout cas, j'ai été conditionné un peu au fait que les pleurs, c'est pas très acceptable en société, la colère c'est pas très acceptable en société, les débordements de joie d'ailleurs c'est pas si acceptable que ça en société, la tristesse, vaut mieux la garder pour soi, la mettre un peu sous le tapis plutôt que de la partager à outrance. Et du coup, petit à petit, en fait, comme l'immense majorité des gens, pendant toute mon enfance, j'ai été conditionné à masquer, à refouler, si on veut, ces émotions. Et donc, à une trentaine d'années, à 30 ans, je me suis délibérément désanesthésié de ces émotions. C'est-à-dire, je me suis réentraîné à observer mes émotions quand elles passaient, à les accepter sans jugement, dire « Ah tiens, voilà, je suis triste, hein. Je suis vraiment triste, quoi. Ok. » Plutôt que de me dire « Ah merde, je mets ça sous le tapis » ou « Ah, ça me saoule, etc. » Non, ok. Bon, j'accepte. « Ah tiens, je suis en colère, là. En plus, je suis vraiment en colère, là. » Et puis, ça rigole pas du tout. Hein. C'est extrêmement violent, ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, les reconnecter à la joie, les reconnecter à la peur, énormément, quoi. Là, je me suis reconnecté petit à petit à toutes mes peurs, puis en les regardant bien en face, quoi. Sans jugement, c'est vraiment du « Ah tiens ». Le fait de rester avec, d'aller fréquenter ces émotions-là. J'aime beaucoup cette notion de fréquenter ces émotions. C'est une notion que Issa Padovani, qui est très, très calé sur le sujet, utilise beaucoup. Vraiment d'aller faire corps avec ces émotions plutôt que de les mettre sous le tapis. Et les considérer pour ce qu'elles sont, en tout cas vu de mon aquarium, ce sont des indicateurs. C'est comme si on allait mettre un scotch sur la jauge d'essence, quoi, un scotch occultant là, pour dire non, mais j'ai pas envie de voir la jauge d'essence. Ça n'a pas de sens, quoi. Les émotions sont des indicateurs. Ok, j'ai appris à les accueillir comme des indicateurs. Et puis petit à petit, donc ça prend du temps, hein, ça, et c'est un travail d'assez longue haleine, mais on voit les résultats assez vite. On voit des premiers résultats assez vite. Et ensuite, je me suis donné la permission, de façon très explicite, de reprogrammer mes réactions suite à ces émotions-là, une par une. C'est-à-dire que, ok, tiens, voilà, il y a une peur de déranger là qui traîne. Jusqu'à il y a 1 an ou 2, j'étais incapable d'aller demander un service, même à un voisin. Pour moi, c'était plutôt crevé, quoi, que d'aller demander du sel à un voisin, quoi. Tellement ça me mettait en délicatesse, en dette. J'avais une peur de déranger colossale, quoi. C'était insupportable. Et du coup, petit à petit, je suis allé reprogrammer ce truc-là. Ok, j'ai cette peur, et malgré tout, je vais quand même le faire. Et du coup, de me donner la permission une fois de faire une exception, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Et pour reprogrammer ces habitudes-là. Donc ça, c'est aussi tout à fait accessible. Il suffit, entre guillemets, de le décider. Si on le décide à plusieurs, entre pairs, quoi. Donc ma femme m'a énormément aidé. On a été nos sparring partners, nos partenaires d'entraînement mutuel là-dessus. Et puis je l'ai fait en entreprise, je l'ai fait dans ma vie pro, ma vie perso, je l'ai fait avec mes enfants, etc. Ça, c'était les premières étapes. Et puis petit à petit, donc ça reste quand même assez mental, hein, tout ça se passe plutôt dans la tête quand même. Et petit à petit, à force de reconnaître mes émotions, j'ai réussi à comprendre que en fait, j'étais quand même pas mal déconnecté de mon corps. Et que mon corps était un très très bon indicateur de ces émotions, un très bon indicateur des peurs. Enfin, les peurs, je les ressentais schlack, enfin, il y a un truc qui vibrait à l'intérieur, quoi. Et donc petit à petit, j'ai fait un boulot assez costaud de réconciliation avec mon corps. Par différentes approches, on pourra détailler si tu veux. Et ce qui m'a amené à libérer des trucs dans mon corps, c'est-à-dire à libérer une capacité du corps à aller désimprimer, à aller désanesthésier, si on veut, toutes ces émotions qui ont été enfouies, qui ont été empilées pendant des années, et que le corps stocke, qu'on en soit conscient ou non. Et donc ça m'a amené sur des sujets quand même qui peuvent paraître perchés. Donc ça m'a amené au tantrisme, c'est la sexualité sacrée, avec du coup une libération du corps qui est juste incroyable, quoi. Enfin, on pourra en revenir aussi si tu veux. Et ça m'a amené à être en mesure de générer des états de transe aussi. Donc je suis capable maintenant de partir en transe comme le font les chamans, comme le font les Maasai, comme le font plein de peuples premiers, et avec une capacité du coup à aller dissoudre des peurs de manière extrêmement rapide. Alors, extrêmement rapide, c'est quelques minutes en fait. Maintenant, quand j'ai une peur dans le viseur, je vais aller déclencher une transe sur ce sujet-là, je vais me mettre à trembler de partout, je n'ai pas spécialement de visualisation, de choses comme ça, mais je vais me mettre à trembler un peu comme si on veut extérieurement une petite crise d'épilepsie, hein, ça dure quelques minutes, et la peur disparaît. Donc ça, c'est les techniques, je disais tout à l'heure, techniques accessibles, techniques avancées. Ça, c'est les techniques assez avancées. Moi, je suis persuadé que tout le monde a ça à l'intérieur. Par contre, c'est tellement obturé, conditionné, interdit par tout ce qu'on a vécu dans notre vie,
que c'est pas accessible directement. Peut-être je peux faire un détour en passant. J'ai découvert des méthodes qui permettent d'aller obtenir ce même genre de libération en étant accompagné, tout en restant plutôt dans la tête que dans le corps. C'est-à-dire, c'est vraiment ça s'appelle des libérations émotionnelles ou des libérations traumatiques. C'est aller désamorcer la peur, le traumatisme, la tristesse profonde à la racine, qu'on soit conscient ou non de la racine. Et c'est comme si on libère la partie de nous qui était coincée à ce moment-là, quoi. Et du coup, on récupère, schlac, d'un coup, cette partie de nous-mêmes qui était comme enfermée. Ça sent physiquement, hein, on a des tremblements, des vibrations, etc. Et ça se sent énergétiquement aussi. En fait, on récupère une patate qui est juste dingue. Voilà ce que j'ai mis en place, un petit résumé en 5 minutes. Est-ce que c'est super. Est-ce que une approche d'auto-hypnose ou d'hypnose rentrerait un petit peu là-dedans? Donc ça fait partie du panel. Si on veut, donc tout ça c'est le grand panel des techniques de libération. Ça s'appelle libération émotionnelle ou libération traumatique. Et donc l'hypnose en fait partie. Et parmi toutes ces techniques-là, il y a des techniques qui sont très longues, il y a des techniques qui sont très très brèves, et toutes les techniques n'ont pas accès à tout. D'accord ? Donc les techniques qui sont très très longues, la méditation, le yoga, ça fait partie des techniques qui sont très longues. Et donc le yoga, ça fait du bien, le yoga, la méditation, ça fait du bien sur le coup, mais quand on devient yogi ou méditant ultra avancé, en fait, on obtient ces résultats de libération émotionnelle à la longue, mais ça met des années et des années de pratique. D'accord ? Les techniques d'hypnose, en mettant des années et des années de pratique, même des dizaines d'années de pratique, il n'y a pas vraiment de limite de ce que j'ai creusé là-dessus. Moi, je ne suis pas ni un méditant ni un yogi, c'est pas mes canaux, quoi, mais en tout cas, par contre, je me suis pas mal renseigné sur ces canaux. Je sais qu'il n'y a aucune limite en fait, à ce qu'on peut libérer par ces canaux-là, c'est juste que ça prend beaucoup de temps. Dans les canaux tels que l'hypnose, ça va permettre de débloquer pas mal de trucs, mais ça n'a pas accès à tout. C'est quand même une technique qui est quand même plutôt branchée au mental qu'au corps, si je résume vraiment. Donc s'il y a des spécialistes, ils vont hurler, mais si je résume, c'est quand même plutôt branché à la tête qu'au corps. Du coup, ça n'a pas accès à tout ce qui se passe dans le corps. Ça a accès à une partie de ce qui se passe dans le corps, mais ce qui est vraiment très profond, ça ne va pas les désamorcer au bon niveau. Par contre, moi j'ai commencé par là en fait. J'ai commencé par une approche qui s'appelle la sophroanalyse, donc un mélange d'hypnose et de sophrologie. Et pour aller revivre des situations traumatiques passées en hypnose très très légère, donc j'étais complètement conscient. Et j'ai vu, c'est là où j'ai eu mes premières transes très puissantes. Ça a même d'ailleurs un peu surpris la personne, parce que en 3 secondes de relaxation, je me suis mis à trembler de partout, avoir une catatonie, c'est-à-dire que je me sentais mourir, en fait, je me sentais me vider de mon sang, une espèce de froideur, etc., qui m'envahissait. Donc, elle a refermé la porte, il dit « Ok, on va aller creuser les sujets les uns après les autres, et petit à petit. » et donc, ça m'a permis des libérations assez majeures, cette approche-là. Je pense que j'étais un très bon candidat pour ça. Et donc, voilà, il y a des techniques par la tête, des techniques par le corps, des techniques dans lesquelles on a besoin d'avoir mis des mots conscients sur le trauma qu'on veut libérer, des techniques où juste en observant les conséquences que ça a dans notre vie, en fait, ça permet d'imaginer le trauma et d'aller le résoudre sans qu'on ait besoin forcément d'aller creuser tout au fond et d'être sûr et certain que ça existait, etc. Quand je dis trauma, ça va l'échelle est hyper vaste. Le fait d'avoir été hospitalisé quand on avait 6 mois et d'avoir dû passer une nuit tout seul à l'hôpital parce que nos parents ne pouvaient pas être avec nous, ça peut être vécu comme un trauma par certains, et puis pas du tout comme d'autres. Vraiment, trauma, c'est la manière avec laquelle un événement a été vécu, beaucoup plus que l'événement. Donc évidemment, des abus sexuels, etc., dans l'immense majorité des cas, ça déclenche un trauma, parce qu'il n'y a quasiment aucun enfant qui peut bien vivre ça, quoi. Bien sûr. Et d'ailleurs, dans cette capacité à observer, là, ça m'émeut de parler des traumas d'abus sexuels, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Et je ne pense pas avoir été concerné, mais il y a des proches autour de moi qui ont été concernés de près. Et je vois bien que ça déclenche une émotion. Tu vois, plutôt que de me dire « Ah merde, je suis en train d'enregistrer un témoignage, je n'ai pas le droit d'avoir la voix cassée, je n'ai pas le droit de pleurer, etc. » Mais si, évidemment. Évidemment, donc j'accueille ça, j'accueille cette émotion-là, et je note au passage que, tiens,
je pensais avoir récemment travaillé vraiment en profondeur la blessure d'injustice, qui chez moi est très très liée à cette notion de trauma, etc. Et limite m'être désensibilisé à l'injustice, quoi. C'est-à-dire que faire en sorte d'avoir fait en sorte, un peu malgré moi, que ça me touche quasiment plus. Je me dis, ah tiens, et là en observant ce qui s'est passé il y a 30 secondes, je me dis, ah non, c'est pas complètement défait cette situation d'injustice. Et je l'accueille, je sais pas quoi en penser, en fait, je sais pas si c'est bien, si c'est mal, j'observe. Et puis ça me permettra d'aller le creuser encore de plus, un peu plus tard. On a digressé. Je comprends bien et je suis assez adepte. J'ai fait un gros travail aussi de déprogrammation biologique d'un trauma lié à une maladie, à une tumeur. Donc j'étais très cérébral, très dans la tête. J'aimerais bien creuser avec toi ce que toi tu peux mettre en place et ce qui peut s'articuler autour du corps. Est-ce que c'est uniquement le tantrisme ou autre chose et après j'aimerais bien creuser le tantrisme. Est-ce que vas-y, je te laisse sur le corps. Comment se reconnaître, enfin, si je résume la question, c'est comment est-ce qu'on... Oui. Comment est-ce que je l'ai fait, en tout cas, pour me reconnecter à mon corps, hein, si je détaille un peu plus. C'est ça la question? Oui, bien sûr, Nicolas. Ouais. Oui. Du coup, première étape, les émotions, même si ça apparaît pas, en fait, les émotions sont une vraie première belle étape, en fait, pour aller fendiller la carapace du corps. Parce que les émotions, même si on va les interpréter avec notre tête, concrètement, c'est quand même vachement dans notre corps qu'on les ressent. La peur, la tristesse, etc. Et plus on les accepte, plus on les tolère avec notre tête, plus on prend le temps de les reconnaître, de les laisser venir, etc., plus on laisse le corps les exprimer. Et c'est comme si ça donnait déjà un petit champ de liberté au corps. Alors, il faut savoir qu'on est quand même, beaucoup d'entre nous, on est conditionnés pour être ultra contrôlants et on a été hyper conditionnés pour surcontrôler les réactions de notre corps. Du coup, c'est comme si on envoyait un message à notre corps, ok, en fait, t'as le droit de vivre ça et tu peux te permettre de les vivre. Premier axe. Deuxième axe, écouter notre corps. Notre corps nous parle en permanence à travers des douleurs, à travers des inconforts. Et donc la médecine occidentale, dans l'aquarium de la médecine occidentale, en fait, ce message du corps est vu comme une maladie, est vu comme quelque chose qu'il faut éteindre dans l'immense majorité des cas. Et donc c'est pour ça que les gens bouffent du paracétamol, quoi. Mais non, mais en fait, si t'as mal, c'est que ton corps te dit un truc, quoi. Et donc là, moi, je me suis fait opérer récemment. Il y a eu un petit geste chirurgical à faire parce que j'avais trouvé aucune manière non chirurgicale de résoudre ce problème-là. Le médecin, il m'a filé une liste longue comme le bras l'antidouleur pour 15 jours. J'ai pris 2 comprimés, quoi. Parce que je me suis dit, non, mais je veux entendre en fait ce que la douleur a à me dire, je veux savoir si mon corps il a mal ou pas, je veux pas l'anesthésier. Et donc quand je lui ai dit que j'avais pris 2 antidouleurs en tout et pour tout, alors que je suis pas résistant à la douleur, hein. Enfin, quand je vois ce que vécu ma femme pendant les accouchements, j'ai un respect absolu et je sais bien que, enfin, en tant qu'homme, je suis pas du tout résistant à la douleur. Donc elle a vachement surpris. Donc deuxième étape, écoutez ce que le corps a à dire, entre autres les douleurs de dos, les trucs, c'est jamais anodin, quoi. Pendant très longtemps, je me suis coincé le cou systématiquement au moment où je voyais mes parents, quoi. C'était avant, pendant ou après, mais je me coinçais le cou. Et c'est pas anodin, il y avait un vrai message là-dessus. Et quand j'ai résolu ce sujet-là, j'ai arrêté de me coincer le cou. Et là récemment, il y avait une situation un peu tendue avec ma mère en particulier au sujet d'une maladie qu'elle a contractée. Et paf, je me sentais un peu en porte-à-faux, bam, coup coincé dans l'instant, quoi. Et du coup, j'ai creusé suffisamment le sujet pour aller résoudre le truc à la racine plutôt que d'aller passer par-dessus mon corps. Donc deuxième étape, écouter son corps et essayer de l'accompagner. Donc toutes les médecines alternatives sont faites pour ça, en fait. Les médecines qu'on appelle allopathiques, donc occidentales, sont pas faites pour ça et ne prennent pas ça en compte dans l'immense majorité des cas, même si c'est un petit peu à la serpe mon jugement. Une fois que ça c'est en marche, j'ai utilisé une approche qui s'appelle NERTI, N-E-R-T-I, qui est une approche qui va au bout du corps. C'est-à-dire que quand le corps parle, en fait, je vais prendre le temps de m'allonger 2 minutes et de le laisser aller au bout. Donc, si j'ai un frémillement à un endroit, je vais laisser un frétillement, je vais laisser ce frisson, etc., aller jusqu'au bout de ce qu'il a à me dire. Donc, je ne fais pas ça en permanence, mais je l'ai fait régulièrement. Quand j'ai une douleur, quand j'ai un inconfort, un truc, je vais juste prendre le temps de laisser le corps vivre ce truc-là jusqu'au bout. Donc, je vais arrêter ma vie pendant quelques minutes pour ça. Et là, ce qu'explique cette méthode, c'est en fait, le corps est en train de revivre à très haute fréquence, à très haute vitesse, un mini-trauma ou un gros trauma qui a été vécu un jour, et
Et le corps a besoin d'aller jusqu'à une espèce de peur de mourir et de constater qu'en fait, il meurt pas. Mais ça prend quelques minutes. Et donc, c'est quelques minutes dans lesquelles on a besoin de s'arrêter dans notre tapis roulant de la vie, et c'est pas évident à faire. Là aussi, c'est une petite permission à se donner. Et donc, j'ai constaté que j'étais très, très réactif à ça. C'est-à-dire que j'ai lu le bouquin, je me suis allongé, j'ai dit, OK, voyons. J'ai écouté le premier frémissement et je suis parti en transe direct, quoi. Alors que je connaissais pas encore la transe à ce moment-là. Donc ça marche. J'étais peut-être aussi très très bon candidat, mais ça marche, quoi. En transe, c'est-à-dire que je me suis mis à trembler de partout et ça a duré une demi-heure, quoi. Donc je savais, j'avais quand même un peu appris que ces états-là étaient pas graves et que c'était plutôt des bons signaux, mais c'est quand même assez impressionnant. Voilà, je me suis fait beaucoup accompagner, hein, sur tout ça, par plein de thérapeutes. C'est devenu le métier de ma femme, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, hein. Ma femme, elle accompagne les gens à libérer tous ces schémas qui les tirent vers le bas. Et donc j'ai été voir une quantité de thérapeutes variés, beaucoup par curiosité, puis en prenant à chaque fois ce que j'avais envie d'en prendre. Toujours des gens très recommandés, hein, par des gens qui avaient confiance, en tâche d'huile, donc je ne vais pas voir n'importe qui, mais j'ai été voir beaucoup de gens sur beaucoup d'approches différentes, sans a priori, sans jugement. Puis c'est jamais trop perché en fait, c'est ok, j'accueille, puis j'observe. Et voilà, tout ça, ça m'a amené au tantrisme petit à petit. Le tantrisme, ça te va qu'on bascule de quelques mots sur le tantrisme, hein, ça... Ouais, moi j'ai pas de... C'est très bien l'approche sur le corps, effectivement. Et le tantrisme, je le mets proche du yoga. Et pour moi, c'est quelque chose qu'on pratique à deux. Ouais. Est-ce que je suis totalement à côté de la plaque et est-ce que tu peux évidemment approfondir et éclaircir tout ça? Non. Vue d'avion, oui. Vue de près, tel que je le vis et tel que nous vivons en couple, il y a quand même des vraies différences. Je peux dire deux mots sur ce qui nous a amené au tantrisme d'abord. Il y a deux éléments. Premier élément qui était que on faisait l'amour. Donc nous, on vit dans le tantrisme. Ça peut être une philosophie de vie complète. Nous, on le vit principalement à travers notre sexualité, hein, qui est là quand même un très gros morceau dans le tantrisme. C'est pour ça que ça s'appelle une sexualité sacrée, entre autres. Il y avait deux éléments. Nous, un premier élément qui est que on faisait l'amour, je pense, comme tout le monde, et avec, on sentait comme un décalage entre ce qu'on vivait. On sentait une tension, quoi. On disait bon, c'est cool. On sent qu'il y a autre chose, quoi. Et donc, au fur et à mesure des gens qu'on a écoutés, etc., il y a des petites graines entre une personne qui disait mais vraiment, la manière avec laquelle les gens font l'amour, c'est pathétique. On a entendu ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait? C'est bizarre comme mot. C'est bizarre. Et donc ça, c'était le premier sujet. On se dit, mais il y a peut-être en fait une autre manière d'envisager la sexualité, une manière complètement différente. Et puis, un autre sujet en parallèle qui était que on avait déjà 2 enfants à ce moment-là, on n'avait pas spécialement envie d'en avoir un troisième, et les modes de contraception les plus répandus nous semblaient un peu rentrer dans le cadre de la violence ordinaire, quoi. Donc les modes, les pilules, les stérilets, etc., c'était très mal supporté par ma femme. Elle disait, en fait, non, on va pas faire comme ça, quoi. Et donc, il faut trouver autre chose. Et donc, j'ai envisagé une vasectomie, c'est-à-dire de me faire stériliser, mais on sentait aussi que c'était une opération, j'aime pas trop les opérations, et je me disais, il y a peut-être autre chose quand même aussi. Et donc, à force de creuser, de chercher, toujours dans cette approche, pas de compromis, quoi. Il existe forcément un truc, part du principe qu'il existe une manière qui nous respecte, et c'est juste qu'on n'a pas encore eu le temps de la trouver, quoi. Et donc on est venu petit à petit à quelques lectures sur une sexualité différente. Entre autres, il y a le livre qui s'appelle « Faites l'amour de manière divine », que je recommande assez chaudement, « Faites l'amour de manière divine » de Barry Long. Et en lisant ça, on s'est dit « Ah ouais, là ça semble quand même cocher les cases de dingue sur une sexualité beaucoup plus respectueuse, beaucoup plus douce, sans attente, sans prise de pouvoir, et du coup, on a juste mis en pratique ce que le bouquin conseillait, et puis instantanément, on s'est dit « Ah ouais, ça n'a rien à voir, en fait, c'est tellement plus lent, plus doux, plus respectueux, c'est dingue. » Et puis, donc on a commencé comme ça, puis petit à petit, moi j'ai approfondi pas mal. De mon côté et avec ma femme, enfin de mon côté, c'est-à-dire que ça demande des entraînements, en fait, ça demande des reprogrammations sur l'orgasme, sur l'éjaculation, pour rentrer dans les détails et de séparer en fait orgasme et éjaculation. Et ce qui est perçu comme l'immense majorité des gens comme inséparable, mais en fait c'est complètement séparable, hein, c'est 2 trucs qui n'ont en fait pas grand-chose à voir et qu'on peut tout à fait séparer.
Et du coup, à force, effectivement, ça donne une sexualité qui est complètement réinventée, là. On fait Ouais. l'amour pendant, ça peut prendre des heures. Enfin, c'est des niveaux d'orgasme qui n'ont strictement rien à voir avec ce qu'on vivait avant, d'orgasme à répétition. Enfin, et c'est tout à fait accessible en fait. Pour peu qu'on aille se frotter un peu à ce sujet-là et qu'on accepte d'être dans cette danse, vraiment une danse sacrée, quoi. Si je le dis avec des mots un peu perchés, c'est comme si la femme devenait vraiment l'incarnation de la déesse, quoi, ça m'émeut beaucoup d'en parler, je crois. Je prends une petite minute pour écouter ce qui vient du coup. Ça te va que je partage ce qui vient? Ah oui, oui. Donc, ce que je suis en train de vivre là, c'est une sorte de process de réconciliation, je pense. Donc c'est une mini-transe en fait. Là, ce qui me vient, c'est ces approches que j'ai découvertes sur le tas, hein. Donc j'ai découvert au début, on n'était pas complètement ceinture noire sur le sujet, du coup ça a donné notre petit troisième qu'on est ravi d'avoir accueilli. Donc je sais, on a creusé ces sujets-là il y a 7-8 ans, je sais parce qu'il a 7-8 ans. Donc le fait d'avoir découvert ça, j'ai vécu ça comme à la fois une révélation, de découvert ça, j'ai découvert ça à 30-35 ans, quoi, tu vois. 35 ans. Me dire putain, mais comment c'est possible de passer à côté de ça pendant toute ma vie? Première réaction, une sorte de frustration, limite d'injustice, quoi. Et me dire mais comment c'est possible que personne ne soit au courant, quoi. Et c'est tellement beau, c'est tellement respectueux, c'est tellement puissant. C'est un vecteur de libération, c'est un vecteur de réconciliation avec soi-même, c'est un vecteur de développement personnel qui est juste dingue. Cette sexualité sacrée. Et c'est, tu vois, avoir un enfant pour moi, c'est un terrain de jeu de développement personnel assez costaud, parce que ça vient appuyer sur une tonne de trucs pendant toute ta vie, etc. Enfin, c'est quand même assez hardcore, hein. Entreprendre, c'est c'est un terrain de jeu de développement personnel qui est assez costaud, assez hardcore, hein, parce que tu peux pas passer à côté des peurs qu'il y a derrière, etc. Cette sexualité sacrée, c'est un énorme terrain de jeu de développement personnel, et ça me semble vachement plus accessible, en fait. Alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'est pas si accessible que ça, et que j'ai pu progresser très vite là-dedans, parce que j'avais déjà fait le boulot que j'avais fait avant, mais ça me paraît très très accessible, et le potentiel de réconciliation qu'il y a derrière, le potentiel d'alignement des gens avec leur vie qu'il y a derrière, c'est juste dingue, hein. C'est quasiment impossible en tant qu'homme d'être violent quand tu as une sexualité de ce niveau-là, parce qu'en fait, tout va être évacué par ça, quoi. Et du coup, le nombre de problèmes que ça résout socialement est assez colossal, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est le premier pan de ce qui me venait. Et le deuxième pan, c'est que c'est impossible d'être violent envers les femmes quand on connaît ça. Et ce qui m'a déjà fait réagir tout à l'heure là, sur les abus et les violences envers les femmes. Et un des sujets qui me touche beaucoup, c'est ça devient quasiment impossible, en fait, quand on a touché du doigt ce genre de sexualité-là. Voilà, ce qui amène, vu la réaction que je vis, une question sur la place que j'ai à prendre ou le message que je vais peut-être transmettre autour de. Effectivement, haute vibration humaine, évidemment, et qui a été un peu contre cette technologie. Donc on a pris un petit moment là pour revenir ensemble, se resynchroniser. Est-ce que tu veux nous repartager donc une seconde lecture, si tu veux? Je partage donc la deuxième partie, parce que je ne sais pas du coup si c'était enregistré ou pas. On est OK? Ouais. Ce deuxième niveau, c'est sur c'est sur le rapport aux femmes, où je suis sensible depuis très longtemps sur les violences faites aux femmes et aux enfants. Et c'est derrière cette sexualité sacrée, enfin derrière le tantrisme, ça
ça change complètement en fait les relations entre hommes et femmes, ouais, ça crée des relations à un niveau de respect que j'avais jamais touché du doigt, quoi. Et du coup, ça me semblait être une solution assez vertueuse en fait au problème d'abus en tout genre de la part d'hommes qui sont dans l'ensemble très très mal conditionnés, même s'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont conditionnés à abuser des femmes, mais en tout cas en tant qu'homme on est tellement malmenés, conditionnés dans notre petite enfance, on hérite là d'une centaine d'années d'hommes qu'on appelle des pères vides, c'est-à-dire des hommes qui ont été traumatisés en fait de ce que leur puissance a pu donner comme résultat à travers 2 guerres mondiales, des dizaines de millions de morts, etc. Des mouvements féministes par rapport auxquels les hommes depuis plusieurs générations ne savent pas trop comment se placer. Donc c'est une approche qui permet de réconcilier, si je la résume, hein, de réconcilier les hommes et les femmes, quoi, les hommes dans leur puissance, sans qu'elle se décline en violence ou en prise de pouvoir ou en abus, mais sans renier cette puissance, quoi, qui est phénoménale, hein. Et les femmes dans leur puissance aussi, mais qui est très différente, qui est très accueillante et qui est colossale également. Ouais. Voilà ce qui me vient, ça me touche énormément d'en parler, je sais pas exactement tout ce qui se joue derrière, mais ça me touche énormément. Et je pense que ce message mérite d'être porté et entendu, un peu plus qu'il ne l'est. Ça me touche énormément en n'ayant pas cet outil dans ma besace, comme on dit souvent, pas encore exploré tout ça. Ça me touche que tu puisses en parler, que tu sois aujourd'hui en fait capable, ouvert d'en parler, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on peut avoir ces permissions de s'y intéresser, ces petites pièces dans sa besace qui vont petit à petit permettre d'être de plus en plus dans cette compréhension, dans cette conscience et dans cette pratique au quotidien et pas uniquement en fait dans le couple. Ça va nourrir tellement de facettes. Et ça reboucle en fait le sujet principal autour duquel on tourne depuis le début, c'est cette violence ordinaire, quotidienne, dans toutes les sphères de la société moderne occidentale, on va dire. Oui, oui, les autres sociétés ne sont pas complètement exemptes non plus, ni les sociétés de peuple premier, mais effectivement, elle est bien présente. Il y a un truc qui me vient et que je dépose là aussi, qui est ce que j'observe, la cohérence que j'observe entre toutes ces pratiques que je creuse là ces dernières années. Le tantrisme, donc c'est de plus en plus clair pour moi que les phases de transe il y a de moins en moins de différence en fait entre les transes que je vis en autonomie ou accompagné et le tantrisme et les orgasmes tantriques. Enfin, c'est des manifestations qui se ressemblent de plus en plus. C'est pas exactement la même chose, mais en tout cas c'est le même process qui est en train de se jouer. Et du coup, tout ça, ce sont des process de réconciliation aussi. Enfin, ce sont des process de libération. Ce sont des process de bascule aussi, de chavirement. Donc là, ça nous amène sur des sujets un peu plus perchés, en fait, c'est des process qui nous amènent sur une espèce de connexion à la source, quoi. De tous ceux qui disent qui ont fait des expériences de mort imminente ont une sensation de connexion incroyable, etc. Une espèce de source, une espèce de lumière, une sensation de félicité incroyable aussi. Et ces process-là, de tantrisme, de transe, etc., sont des moyens d'accès sans avoir besoin de passer par la case expérience de mort imminente. Et ce qui est pratique, parce que du coup, on n'a pas besoin de mettre sa vie en danger. Et moi, ce qui me scotche depuis quelques années que je creuse ça, c'est à quel point c'est accessible. Dans les trans, j'ai pas parlé d'une approche sur laquelle ma femme accompagne et moi que je pratique régulièrement, qui est la respiration holotropique. Respiration holotropique, ça consiste en quoi? Je peux dire juste quelques mots là-dessus parce que je trouve que ça complète bien tout ce que j'ai partagé comme panorama. On a tous constaté que quand on respire une vingtaine de fois d'affilée,
etc. On a la tête qui tourne. Quoi. Et quand on le fait 200 fois d'affilée, dans un certain contexte, quoi, quand c'est un peu entouré, en fait, non seulement on a la tête qui tourne, mais on chavire. On chavire, ça c'est les termes chamaniques, c'est-à-dire qu'on bascule dans des états modifiés de conscience. Sans produit, enfin, on n'a pas besoin de prendre du LSD ou de l'ayahuasca ou quoi que ce soit, on bascule automatiquement et mécaniquement dans un état de transe, et qui est un état de transe très très respectueux, parce qu'en fait, il suffit d'arrêter de respirer pour que ça s'arrête. Et donc on n'est pas parti pour 2 jours de trip. Et par contre, qui est un état de transe qui peut être extrêmement puissant. Donc, selon le niveau de contrôle, la plupart des gens sont assez contrôlants. Du coup, on va vivre, si on garde toute notre carapace contrôlante, on va vivre une petite expérience de transe. Mais c'est quand même intéressant. Et si on arrive à lâcher prise sur cette carapace-là, on va vivre des transes qui sont majeures, qui sont vraiment très profondes. C'est des voyages qui sont magnifiques. Et là, c'est accessible à n'importe qui. Enfin, c'est-à-dire que donc il faut être accompagné pour faire ça, mais par contre, à partir du moment où vous êtes accompagné, vous vous installez, vous vous allongez, il y aura la musique, le contexte, etc. Vous vous mettez à respirer comme ça. Il faut vraiment que ce soit accompagné parce que ça peut être des trucs extrêmement forts que vous allez libérer, et du coup il faut quelqu'un pour vous faire un câlin à la fin, quoi, pour vous récupérer à la fin, enfin en tout cas vraiment vous faites pas ça tout seul. Non, juste. Et par contre, c'est accessible à n'importe qui. On s'allonge et ça démarre et clac, c'est parti, quoi. Et donc, ça demande pas les années de pratique que j'ai en tantrisme, ça demande pas les années de pratique que j'ai sur la transe auto-induite, c'est-à-dire la transe que j'arrive à déclencher comme ça à la demande. Ça demande pas des années d'entraînement sur ses émotions, etc. Et ça se fait. Et voilà. Donc ça, vraiment, ça fait partie des outils où je me dis, mais putain, mais comment c'est possible, quoi, que ce soit pas plus connu, que personne n'en parle, tellement c'est puissant. Voilà, mon petit partage sur donc ça s'appelle respiration holotropique. C'est passionnant comme sujet. J'ai quelques bonnes adresses. Donc ma femme en organise, mais rarement, mais quand même elle en organise quelques-unes de temps en temps. Puis on a quelques bonnes adresses qu'on recommande un peu partout en France. Voilà ce qui me venait. Un grand merci pour ton témoignage complet, actualisé, totalement sincère et transparent, on l'aura évidemment compris, très très naturel. Justement pour peut-être progressivement revenir dans un état qui nous permet de reprendre le cours de sa vie, de son quotidien, avec tout ce que tu nous as partagé. Je te propose de répondre à quelques petites questions assez simples, avec quelques ressources, quelques réponses beaucoup plus légères, même si voilà, en termes d'émotion, évidemment. Est-ce que tu aurais une ressource que tu as envie de partager au-delà de ce que tu as déjà partagé en amont? Quelque chose comme ça, un film, une expo, un livre, une podcast? Il y en a 2 qui me viennent. Il y en a une qui me vient sur le rapport à la peur, que je recommande vraiment très régulièrement, qui s'appelle Plus de peur que de mal. C'est un livre. C'est une introduction à la méthode qui s'appelle Festen d'André Charbonnier. Alors, le livre, je recommande à 100%, sans aucune arrière-pensée. La méthode, la manière avec laquelle elle est proposée par le fondateur de cette méthode, je suis pas complètement aligné, mais en tout cas, le fond est très très bon. Voilà. Et je préfère des approches qui sont plus englobantes. Ma femme inclut cette méthode-là. J'aime vraiment beaucoup l'approche qu'elle fait, qui est un cran plus respectueuse que l'approche pure jus. Donc plus de peur que de mal, excellente lecture. Tous ceux à qui je l'ai recommandé me disent je me suis pris une grosse baffe. C'est très accessible, c'est 150 pages. J'ai une deuxième ressource qui est un documentaire sur la déscolarisation qui s'appelle Être et devenir. Être et devenir. Donc, il y a un documentaire qui s'appelle sur l'école, qui s'appelle Être et avoir, je crois. C'est pas ça, hein, c'est vraiment Être et devenir de Clara Bellard. C'est disponible en ligne. On mettra les liens. Voilà, ça coûte quelques euros. C'est des euros bien investis. Et en particulier sur la déscolarisation informelle. Ouais. C'est-à-dire comment est-ce que les enfants apprennent par passion, apprennent spontanément plutôt qu'en leur faisant ingurgiter des tables de multiplication à rallonge. Et je ne sais pas si c'est une ressource, mais c'est une invitation à rester en lien, en fait.
construisez du lien avec les gens chez qui ce genre de système de valeurs résonne. Parce qu'on est quand même souvent assez seul face à ces choix-là. Donc moi j'invite tous ceux qui se reconnaissent dans ce que je partage à me connecter sur LinkedIn en particulier pour rester en lien. Voilà. Une fois qu'ils sont connectés sur LinkedIn, je les invite à s'inscrire à notre newsletter parce que je sais que comme ça permet d'aller participer aux événements qu'on propose. On a énormément d'événements gratuits qu'on propose sur ces sujets-là pour créer du lien entre tous ces gens qui se reconnaissent dans ce système de valeurs, qui n'est pas un système de valeurs dominant et du coup qui est un système de valeurs souvent qui passe un peu sous les radars. Et moi, je sais que j'aurais pas du tout fait tout ce chemin si j'avais pas créé le lien et entretenu le lien avec des personnes qui m'avaient inspiré, avec des géants entre guillemets qui avaient fait le trajet avant moi et sur les épaules desquels j'ai pu monter pendant un temps, quoi. Donc vraiment rester en lien entre pairs, que ce soit avec des gens qui vous ont inspiré, que ce soit les gens chez qui ça résonne. Et ça paraît bête, hein, mais c'est colossal. Ouais. Voilà les ressources que je peux proposer. Merci beaucoup. Tous les liens seront en description, évidemment. Je vous invite à cliquer. Alors, en termes de liens, juste encore une fois, on a une petite question assez sympa là-dessus. Avec qui aimerais-tu prendre un café si tu avais l'opportunité totale de choisir? Open café, oh, c'est une super question ça. Avec qui j'aimerais prendre un café? Bon, je te balance, il y a 3 noms qui me viennent. Alors c'est pas très réfléchi, c'est intuitif. Le tout premier nom qui m'est venu, c'est Tony Robbins. Ça m'a un peu surpris en fait, parce qu'il y a des choses que j'admire vraiment chez cette personne-là. Ça fait partie d'un de mes géants, un de mes mentors, même si j'ai pas énormément pratiqué ces programmes, mais j'en ai quand même pratiqué quelques-uns. Je crois que j'aimerais voir, j'ai jamais vu en vrai, hein, j'ai fait qu'un zoom avec lui, on était 20 000, 15 000, c'était pas très très intime. Je crois que j'aimerais voir en vrai l'énergie qui dégage tête à tête, quoi. Ça c'était la première personne. La deuxième personne qui m'est venue, c'est Frédéric Laloux, que j'ai déjà rencontré, mais qui j'ai pas pris de café, qui a une vision du management et des entreprises non hiérarchiques que je trouve magnifique et que je trouve qu'on voit pas assez en fait. Enfin, je sais qu'il est un peu allé se mettre à l'abri aux États-Unis là. Je crois que j'aimerais bien le voir en vrai et puis papoter avec lui en vrai. Et la troisième personne, c'est surprenant qu'elle me vienne, c'est Ken Wilber, W-I-L-B-E-R. Qui est un des mentors de Frédéric Laloux. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur ce qui s'appelle la spirale dynamique, c'est-à-dire les différents niveaux de conscience qu'on observe dans une société ou chez un individu. C'est incroyablement puissant, donc c'est assez touffu quand même, mais c'est incroyablement puissant et c'est une grille de lecture magnifique pour comprendre la société, le monde, et sans juger les gens, pour comprendre en fait à partir de quel aquarium les gens réagissent, que ce soit au niveau sociétal ou que ce soit au niveau entreprise, que ce soit au niveau famille, etc. Et c'est costaud. Je crois que j'aimerais bien papoter, mais à mon avis, un café suffirait pas tellement c'est dense ce qu'il a creusé. Voilà ce qui me vient. Merci pour cette question, parce que du coup, la question d'après, c'est... mais tu auras... En fait, vas-y. En gros, c'est bien parce que tu peux prendre une semaine pour faire le voyage outre-Atlantique pour voir ces 3 personnes. Oui, effectivement, ouais. Alors, je prends plus beaucoup l'avion, du coup, ça me poserait un petit sujet. J'irais peut-être à la voile ou je sais pas, au cargo. Un voyage en cargo. Ouais, ça se peut, effectivement. Ouais. Je suis pas encore complètement calé sur ces histoires de voyage en avion. Je constate juste qu'on a arrêté depuis 3-4 ans, mais c'est pas une décision complètement délibérée. C'est un peu une décision subie. Bref. C'est une belle question, ça, le café. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Est-ce que tu aurais une culture ou un pays que tu aimerais découvrir sans forcément prendre l'avion, mais si tu avais le choix d'être neutre dans le voyage? Donc ce qui vient assez vite, une culture de peuple premier qui possède encore un chamanisme très avancé, qui s'est pas fait diluer. Donc ça pousse assez vite les Maasai. Les Maasai, ils ont une capacité de transe qui est juste colossale, hein. Les gens se rendent pas compte, mais que quand on les voit sauter, etc., les vidéos qu'on voit, ou les trucs qu'on voit à la télé, on dit ouais, c'est sympa. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'il n'y a pas de développement musculaire, c'est-à-dire que ils sautent en frétillant des orteils, hein. Ils bougent même pas les orteils en fait. Et donc ils sautent à 1 mètre de haut sans développement musculaire. C'est impossible c'est impossible.
Et donc ça, je me dis, ouais, très cool. Donc j'ai déjà un peu creusé quand même cette culture-là, et j'ai pas encore trouvé de moyen qui me respecte d'aller la creuser complètement. Donc je connais des gens très très calés là-dedans, mais j'aimerais bien m'approprier cette culture sans être trop dévoyé par des petits contournements qui peuvent apparaître. Donc celle-là, elle est en bonne pile de liste, en bonne tête de liste. En bonne voie. Oui. Et bon, moi j'ai déjà quand même creusé. La personne qui Super. m'accompagne sur les trans a pas mal creusé ce sujet-là. Et puis je suis en lien avec l'expert mondial de la culture Maasai. Donc c'est en bonne voie, mais c'est pas encore fait. Voilà. Super. Belle question aussi. On reste évidemment dans le thème jusqu'au bout. J'aime beaucoup ce fil conducteur qu'on a choisi et qui est évidemment naturel quand on te connaît. Avant-dernière question, à qui passes-tu le micro? Qui aimerais-tu le micro retrouver sur Aventure Humaine? Je le passe à ma femme pour plusieurs raisons. Wow. Parce qu'elle a c'est dingue ce qu'elle a creusé ces dernières années. Le niveau de pratique qu'elle a réussi à obtenir, c'est dingue. Sur ses trans, sur ses process de libération, sur les liens qu'elle a fait avec la physique quantique, enfin, c'est juste dingue. Et c'est magnifique. Et puis parce que je pense qu'elle en est à ce stade-là de son parcours, où je pense qu'elle est prête à sortir de sa tanière. Et elle commence à le dire. Parce qu'il y a une bascule pas du tout anodine. Voilà. Donc je passe le micro à ma femme, Florence Endel, avec beaucoup de plaisir. Il y avait une autre question. Ah, ça me donne le smile. Okay. Ça me donne le smile. Ça me donne le smile. Dernière question pour nous, le podcast, c'est une manière de transmettre et de laisser une trace, un héritage. Et on aime beaucoup ce média pour ça. Un dernier mot pour tes enfants? Un dernier mot pour mes enfants. Il y en a deux. Il y en a deux des derniers mots. Il y en a un, mais c'est vrai que je ne l'aurais pas encore transmis exactement comme ça. Et que je les ai quand même pas mal entraînés à aller apprivoiser leur peur. Mais il y a une espèce de mantra que j'ai qui est que derrière chaque peur se cache un trésor. Hein, et c'est indiscutable. Je l'ai constaté. Je n'ai pas constaté de contre-exemple. La traversée peut être un peu rugueuse, mais en tout cas derrière, une fois qu'on l'a traversée, il y a un trésor de dingue à chaque fois. C'est le premier mot. Et le deuxième mot, mais qui est un tout petit peu plus perché, qui est que ce que j'ai découvert en physique quantique, c'est que notre réalité se recrée toutes les fractions de seconde à peu près. Un peu comme sur une pellicule, ouais, sur un négatif de pellicule, c'est pas du tout obligatoire que deux images qui se suivent se ressemblent tant que ça en fait. Et du coup, on a une capacité à recréer notre réalité. Évidemment, ça demanderait un peu de développer pour détailler, mais on a une capacité à recréer notre réalité, notre futur, notre passé, etc., qui est juste complètement infinie. Et je pense que les techniques qui vont permettre de profiter de ça ont de beaux jours devant elle. Voilà, toutes ces techniques de transe là qui permettent d'aller effectivement toucher du doigt un domaine qui est hors espace, hors temps, sur lequel on peut changer énormément de choses en un claquement de doigts. Ça, c'est quand même assez dingue. Et je me réjouis d'avance de voir ce qui va se passer sur ces sujets-là dans les 30 ans à venir. Ce mélange de plein de techniques de peuple premier, techniques orientales avec les techniques occidentales. Waouh, ça va être beau. Profitez-en, mes enfants. Profitez-en. Voilà ce qui me vient. Génial. Merci beaucoup, Nicolas. Un grand merci, vraiment. Et j'invite donc officiellement, naturellement, Florence au micro d'Aventure Humaine. Un grand merci et à très bientôt. Je vous mets en relation. À très bientôt. Merci beaucoup pour cette opportunité. C'est un partage magnifique qui est parti de manière arborescente dans des sujets que j'avais pas vraiment imaginés ou prévus. C'était très beau. Merci beaucoup.